Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le coup d'envoi de la conférence Russie-Afrique à Sotchi. Plus d'une cinquantaine de pays africains sont représentés. Le Burkina Faso a fait l'éloge d'un rapprochement avec Moscou dès le premier jour de ce sommet. À la une également, la poursuite du procès en appel des prévenus pour tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. Ils sont 37 à avoir été condamnés à mort. Correspondance à Kinshasa à suivre. Et puis c'était il y a 20 ans, des militaires français ouvraient le feu sur des civils devant l'hôtel Ivoire à Abidjan. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à demander une réparation. Reportage dans ce journal. En République démocratique du Congo, il est considéré par la justice comme le cerveau présumé de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier à Kinshasa. Jean-Jacques Wondo, un expert militaire belge condamné à mort en septembre dernier, lui comme 36 autres prévenus avaient été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et d'attentats. Leur procès se poursuit en appel dans le pays. Correspondance sur place signée Aurélie Bazara Kibangula. L'audience qui s'est tenue à la prison militaire de Ndolo s'est concentrée sur un accusé, Jean-Jacques Wondo. Alors Jean-Jacques Wondo, c'est un chercheur belge spécialiste des questions militaires et sécuritaires au Congo. Il est venu à Kinshasa il y a quelques mois pour travailler en tant que conseiller au sein de l'Agence nationale des renseignements. Il a finalement été arrêté 2 jours après les attaques du 19 mai menées par Christian Malanga, un Congolais en exil. Alors Jean-Jacques Wondo, lui, a été condamné à mort. La justice le considère comme le cerveau de ce qu'elle présente comme un coup d'État manqué. À la barre, Jean-Jacques Wondo a affirmé avoir été condamné, je cite, par une décision purement politique. Il clame son innocence, affirme n'avoir rencontré Christian Malanga que 2 fois et raconte qu'il l'avait alors considéré comme mentalement instable. Les avocats de Wondo, eux, ont à nouveau souligné le manque de preuves apportées lors de ce procès. L'Union européenne avait elle aussi noté que peu d'éléments de preuves avaient été fournis. Alors cette affaire a provoqué des frictions entre le Congo et la Belgique. La ministre belge des Affaires étrangères avait appelé son homologue congolaise pour faire part de son inquiétude face à ces condamnations à mort. Le Burkina Faso peut cheminer avec la Russie. Ce sont les mots ce samedi du chef de la diplomatie burkinabé dans le cadre d'une conférence Russie-Afrique organisée à Sotchi. Nouvelle illustration de la volonté de rapprochement avec Moscou du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Il est arrivé au pouvoir, je le rappelle, en septembre 2022 à l'issue d'un coup d'État. On écoute le ministre des Affaires étrangères burkinabé. Les Africains et les Burkinabés sont à la redécouverte de la Russie en tant que puissance au niveau mondial, en tant que partenaire avec lequel on peut cheminer. Donc ce n'est pas d'apprécier un président ou un autre, c'est plutôt de voir quelle offre chaque président fait à son peuple. Et aujourd'hui, l'offre qui est faite à travers la coopération avec la Russie convient mieux à nos populations. Le Burkina Faso, où la peine de mort a été abolie en 2018, mais les autorités veulent la rétablir. L'annonce en a été faite hier par le ministre de la Justice. C'était il y a 20 ans, le 6 novembre 2004, à 13h20 précisément, 2 Sukhoi 25 de l'armée ivoirienne bombardent une base militaire française à Bouaké. 9 soldats français sont tués. Dans l'heure qui suit, Paris lance sa riposte et détruit l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne. La rue à Abidjan s'embrase alors contre la France et contre ses ressortissants dans le pays jusqu'à ce 9 novembre 2004, lorsque des militaires français tirent sur une foule en colère. Bilan 57 morts et 2226 blessés, selon les autorités ivoiriennes de l'époque, des blessés qui encore aujourd'hui demandent justice. C'est le reportage de Julia Guggenheim. Aucune commémoration officielle. Seuls quelques membres du collectif des patriotes victimes de la Force Licorne se réunissent pour déposer une gerbe et prier en toute discrétion devant l'hôtel Ivoire. 20 ans après, ils veulent relancer une procédure judiciaire. Nous portons plainte contre la France pour crime contre l'humanité. La voie diplomatique avait été privilégiée. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons rien obtenu et nous estimons que l'heure est venue pour nous de prendre nos responsabilités et de mener la bataille pour
notre indemnisation tout simplement. Le 9 novembre 2004, la tension est à son comble à Abidjan. Les soldats français et leurs blindés sont postés devant l'hôtel Ivoire pour protéger les 200 ressortissants français qui s'y trouvent. Face à eux, des milliers de manifestants refusent de quitter les lieux, persuadés que la France veut renverser le président Laurent Gbagbo, dont la résidence n'est située qu'à quelques centaines de mètres. Après des heures de face-à-face, à 16h15, les soldats tirent dans la foule. Les autorités françaises ont reconnu avoir fait des victimes. Le collectif estime, lui, que 57 Ivoiriens ont perdu la vie et plus de 2000 ont été blessés ce jour-là. Des chiffres difficilement vérifiables. Claude Sodoua a reçu une balle qui a entraîné la gangrène puis l'amputation de sa jambe. On entendait « couchez-vous » dans ce « couchez-vous » là que j'ai reçu une balle depuis là-haut de l'immeuble de l'hôtel Ivoire. Je suis venu défendre la cause de ma patrie. Et je me retrouve aujourd'hui avec une jambe que chaque nuit, la douleur que je ressens, chaque nuit, les situations que je revis. Parlons d'abord de tirs de riposte. Paris admettra finalement qu'il s'agissait de tirs de dissuasion, invoquant que le dispositif militaire sécurisant l'hôtel Ivoire avait été débordé par la foule. La tension était extrême dans le pays depuis 4 jours. Le 6 novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardent la base militaire française de Bouaké et tuent 9 soldats français. Dans l'heure, Paris riposte en détruisant toute la flotte aérienne ivoirienne. La colère s'empare alors des rues d'Abidjan. Des expatriés français sont parfois agressés. Leur évacuation est organisée dans l'urgence. En ce jour anniversaire, ni Paris ni Abidjan n'ont fait de déclaration. Au Cameroun, maintenant, plus les heures passent et plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. 4 jours après un double glissement de terrain sur la falaise de Tchang dans l'ouest du pays. Bilan provisoire 6 morts. On écoute les précisions de notre correspondant sur place, Marcel Amoko. 4 jours après le double glissement de terrain qui a fait officiellement au moins 6 morts à la falaise de Tchang dans la région de l'ouest du Cameroun, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants, même si les chances s'amenuisent chaque jour qui passe et le bilan pourrait encore s'alourdir. Le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a fait une sortie pour dénoncer ce qu'il appelle l'abandon par le gouvernement des Camerounais piégés dans ce drame. Maurice Kamto ajoute qu'il y a encore de nombreuses personnes et des véhicules coincés dans la falaise où des éboulements pourrait encore survenir. Selon lui, le gouvernement devrait évacuer toute la zone et prendre en charge les familles des victimes. Même quand on est habitué à leur inaction, on est toujours surpris quand même par ce manque de compassion, cette insensibilité face à la tragédie humaine. Je pense que ce ne serait pas mauvais que de temps en temps, sur des situations comme celle-là, face à la détresse humaine, face à la tragédie, on entend le président de la République du Cameroun. Le gouvernement camerounais n'a toujours pas réagi. Rappelons que plusieurs véhicules, et notamment des engins qui tentaient de secourir les victimes du premier glissement de terrain, ont été ensevelis sous des tonnes de terre. 4 jours après le drame, la circulation n'a toujours pas été rétablie sur cet axe qui relie les régions du littoral et de l'ouest du Cameroun. Cette question maintenant, l'armée nigériane a-t-elle pratiqué des avortements forcés dans le cadre de sa lutte contre l'insurrection islamiste dans le nord-est du pays? Eh bien, il n'en existe aucune preuve selon une enquête menée par la Commission des droits de l'homme du Nigeria, un organisme nommé par le gouvernement. Il a enquêté sur 3 rapports de l'agence de presse Reuters publiés en décembre 2022 selon lesquels au moins 10 000 anciennes otages de Boko Haram auraient subi des avortements forcés et ce après avoir été secourus par les militaires nigérians. On écoute à ce sujet le conseiller général du comité d'enquête. Le panel n'a trouvé aucune preuve que les forces armées nigérianes aient commis dans le nord-est du pays jusqu'à 10 000 avortements, des avortements systématiques, secrets ou motivés politiquement. Aucune preuve n'a été présentée au panel pour le prouver. Et je précise que ce même comité a déclaré des militaires nigérians coupables d'infanticide et de meurtre en juin 2016 dans un village d'Abissara dans l'état de Borno.
Tout autre chose, maintenant, c'est le plus grand producteur de miel d'Afrique, l'Éthiopie, avec 50 000 tonnes produites chaque année. Mais ça, c'était avant la guerre, dans la région du Tigré. Un conflit qui a fait entre 600 et 800 000 morts, selon l'Union européenne. 2 ans après la fin du conflit, le secteur du miel tente, tant que bien que mal, de se remettre sur pied. Illustration dans la province d'Anderta, avec Clémence Valère. Après avoir revêtu sa combinaison d'apiculteur, Emmanuel Ilouf se dépêche de rejoindre ses abeilles. Cet habitant de la région du Tigré, à 1 heure de la capitale régionale de Mekele, prend soin de ses petites protégées depuis plus de 20 ans. Lorsque la guerre éclate dans la région en novembre 2020, il doit fuir, les laissant derrière lui. À son retour, quelques mois plus tard, ses colonies sont dévastées par les combats et la crise environnementale qui s'est installée. En raison de la déforestation pendant la guerre, la production des abeilles a diminué. Si les arbres sont coupés et qu'il n'y a pas de fleurs, la production finira par diminuer. Le conflit a tout ruiné. Emmanuel produit du miel blanc, rare et onctueuse, considérée comme l'une des meilleures variétés de miel éthiopien et typique de sa région. Avant le conflit entre des rebelles et les forces fédérales du Tigré, il pouvait produire environ 600 kilos de miel blanc par an et gagner environ 7 000 €. Aujourd'hui, Emmanuel parvient tout juste à produire 100 kilos. Le bruit des balles a cessé. Mais il y a le bruit de la misère, parce qu'il n'y a pas de justice. Bien que l'apiculture soit une activité secondaire pour beaucoup d'agriculteurs, l'Éthiopie est le plus grand producteur de miel d'Afrique. Avant le conflit, la région du Tigré abritait 500 000 colonies d'abeilles et 200 000 personnes dépendaient directement de l'apiculture. Mais pour survivre, les habitants de cette région ont déboisé de nombreux arbres, entraînant la mort des insectes et détruisant la biodiversité. Selon nos estimations, entre 40 et 60% des colonies d'abeilles ont été détruites par la guerre. Gauchou estime que la production régionale de miel peut retrouver ses niveaux d'avant la guerre d'ici 5 ans, si les ressources adéquates sont allouées au secteur. Allez, on part maintenant à la découverte d'un artiste qui puise son inspiration dans les rues de Dakar. Ibrahima Bokoum, un autodidacte qui s'inspire du pop art. Aminatou Diallo et Sarah Sakour l'ont rencontré en marge de la Biennale de Dakar. Regardez. C'est dans ces rues qu'il puise l'essence de ses tableaux. Ibrahima Bokoum, Tampidaro de son nom d'artiste, consacre des journées entières à errer dans les petites ruelles de la Médina, le quartier de son enfance. En fait, ça m'inspire beaucoup. Il y a les couleurs, les anciens bâtiments, les fils d'électricité, donc avec l'harmonie des couleurs. Tout est matière à la création pour le peintre autodidacte de 36 ans. Tampidaro a lui-même été menuisier et couturier avant de se consacrer à sa passion. Son street art engagé rend hommage au petit boulot, à la débrouille du Dakar populaire. L'idée, c'est dénoncer et faire passer le message des gens. Donc, ce que les gens vivent, la vie quotidienne de Dakar. Donc, parce qu'il y a des gens, ils vivent jour au jour. Ils n'ont pas de salaire. Des fragments de vie qui prennent forme dans ces tableaux grâce à l'acrylique mixé à d'autres techniques comme le collage. Depuis sa première exposition en 2015, Tampidaro a su imposer son style déjanté, dans un contexte parfois difficile. Tu peux rester beaucoup de temps, tu ne t'en sors pas. Donc, parce que notre société, ils ne savent pas c'est quoi l'art visuel. Même des fois, il y a certains qui vont te dire, mais toi, arrête de jouer, va chercher du travail. Pour ce galeriste, l'œuvre de Tampidaro, loin d'être une simple ode à la ville de Dakar, est une ouverture sur le monde. Il passe de la Tour Eiffel à la muraille de Chine. Je fais voyager dans le monde entier, des petits clins d'œil sur d'autres artistes contemporains avec certaines petites touches dans ses œuvres qui représentent d'autres peintres du monde entier. Tampidaro participe à l'exposition collective Sounoubir, Entre nous, qui se tient dans le cadre du off de cette 15e biennale d'art contemporain de Dakar. Et je vous dis à très vite sur France 24.